Asteroid mining has to happen. It has to be something that can be done to maintain our way of life. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Boosters in ignition. One of our smaller targets that we're looking at can be around $60 billion worth of platinum contained in them. We rise together, back to the moon and beyond. So the moon is fundamentally important scientifically, but in terms specifically of water as a potential resource. Vous l'aurez compris, miner les sols de la Lune et des astéroïdes et ramener des quantités astronomiques de métaux et de ressources naturelles depuis l'espace, c'est le projet à long terme de certaines institutions spatiales qui enchaînent depuis une dizaine d'années les missions d'exploration. Les agences spatiales cherchent pour l'heure à mieux connaître les compositions de ces corps célestes. Le 24 septembre 2023, la NASA a recueilli des fragments collectés sur l'astéroïde Bennu. L'agence américaine a lancé le 12 octobre dernier une mission d'exploration en direction de 16 Psyche, un astéroïde constitué de fer, de nickel et de certains métaux rares comme l'or et le platine. Quant à l'agence spatiale européenne, elle s'intéresse à la Lune pour son potentiel en ressources en eau et en énergie solaire. Dans ce nouveau décode, je t'emmène dans l'espace, direction la Lune et les astéroïdes. Des corps célestes qui intéressent des investisseurs ambitieux. Et oui, ton portable, ta bagnole, ta machine à laver, enfin tous ces produits que tu utilises tous les jours coûtent une blinde en métaux et en ressources en eau qui se font de plus en plus rares, alors certains rêveurs lèvent déjà les yeux vers le ciel en visant la Lune et les astéroïdes. Mais question, est-ce que forer ces gros cailloux, c'est faisable? Et comment on s'approprie les ressources dans l'espace? Et puis les scientifiques, eux, ils en pensent quoi? Comme tu le vois, cette nouvelle conquête spatiale pose beaucoup de questions, alors viens, je t'emmène dans les étoiles. Tout ça fait rêver, car il faut bien le reconnaître, l'industrialisation, l'urbanisation, la transition numérique et écologique sont gourmands en métaux et en ressources naturelles. Pour remplacer les hydrocarbures et atteindre la neutralité carbone en 2050, l'Union européenne aura besoin de 35 fois plus de lithium, un des composants essentiels des batteries des voitures électriques, 2 fois plus de nickel, utilisé dans l'industrie manufacturière et la production de l'énergie, 4 fois plus de cobalt, un sous-produit de la production de nickel, utilisé notamment pour fabriquer des batteries lithium. Quant à l'eau potable, d'ici 2050, elle sera difficile d'accès pour 5 milliards de personnes dans le monde. Concernant le platine, son marché est particulièrement tendu en 2023 avec une offre stagnante et une demande prévue en hausse de 27%. Un métal rare sur Terre qui permet notamment de fabriquer des engrais et du matériel électronique. Il est aussi utilisé en bijouterie-joaillerie, dans les équipements de laboratoire, dans l'industrie automobile pour les pots catalytiques ou encore dans l'industrie pétrolière. La demande en ressources minérales qui a déjà augmenté considérablement au cours du siècle passé devrait continuer de croître de façon exponentielle. Et rappelons que ce secteur est très polluant. Au total, 28% des émissions mondiales sont causées par l'exploitation minière. De quoi rendre ces corps célestes particulièrement précieux. Des raisons économiques et environnementales qui ont poussé le secteur spatial à porter de nouvelles ambitions. Miner l'espace, ça peut sembler un peu taré comme projet, mais c'est pourtant bien l'ambition d'Astroforge. Cette société américaine devrait bientôt communiquer la date de sa prochaine mission d'observation vers un astéroïde prometteur. En attendant, j'ai pu poser plein de questions à Matthew Gallick, l'un des fondateurs de l'entreprise. So Astroforge is an asteroid mining company. Our goal specifically is to go mine the universe for the platinum group metals. We will mine an asteroid and bring it back to Earth by the end of this decade. We've mined a lot of the resources available to us. Our ore deposits are depleting. And our mission is to go mine the cosmos for these metals and bring them back to Earth to be sold. Keep in mind, no commercial mission has ever been sent outside of Earth's gravity well. If we pull off asteroid mining and are able to do this, this is one of the most lucrative businesses ever created in human civilization. And on most of these asteroids, the numbers easily eclipse 20 billion per asteroid to go extract from. On these asteroids, we're looking at ore qualities that are as high as 10,000 times greater than what we have on the surface of the Earth. So we care a lot about a very specific type of asteroid. They're called metallic asteroids. And that is where we get the evidence to suggest that the platinum group metals are in very, very high concentrations on them, and why we think it makes a lot of both economic and environmental sense to go mine them in space. L'entreprise Astroforge détient une liste très confidentielle d'astéroïdes métalliques prometteurs et composés de hautes quantités de métaux. Pour mieux comprendre leur composition, je suis allée à l'Observatoire de Genève au centre André Colliac, où j'ai pu rencontrer le docteur Raoul Behrendt, astrophysicien spécialiste des astéroïdes.
Si on prend un astéroïde d'1 kilomètre métallique, il y en a quelques-uns dans le système solaire, la quantité d'or, de platine, d'iridium et tous ces métaux, en fait, on peut les estimer. Et typiquement pour le platine, ça correspondrait à grosso modo 1 million d'années de minage sur Terre. Une quantité astronomique de platine, pourtant il ne représente que 1 à 2% de la masse d'un astéroïde métallique avec les autres métaux rares comme l'or et l'iridium. Le reste se partage entre le fer, le composant principal, et le nickel. Le fer est bon marché et très abondant sur Terre. Les investisseurs s'intéressent donc essentiellement aux métaux rares comme le platine et l'or. Rappelons qu'un kilo de platine vaut environ 25 000 francs suisses et un kilo d'or environ 53 000 francs suisses au cours actuel. Si les agences et les entreprises spatiales arrivent un jour à ramener de grandes quantités de métaux rares, leur cours chuterait automatiquement et ils deviendraient bon marché, entraînant ainsi un bouleversement économique mondial. Mais avant de parler économie, l'Agence spatiale européenne s'intéresse d'abord à la Lune pour ses ressources en eau et en énergie solaire. Dans un premier temps, ces ressources pourraient être utilisées pour favoriser le développement durable des activités spatiales, filer du carburant à nos fusées, à terme créer des stations-service dans l'espace et ainsi faire baisser le coût d'émissions et des bases spatiales. À plus long terme, ces gigantesques ressources en eau pourraient être ramenées sur Terre. So the missions that are coming are quite diverse in what they're trying to do. A lot of these missions are focusing on the south pole of the moon. And the reason that we do that is there are two things at the south pole of the moon. One is access to sunlight as a resource. So even though it's very cold and dark in some places the sun almost never sets, which gives you almost continuous solar power. Alongside that, you have these very dark, cold craters and places where we know that there's water ice which is trapped. So for that reason, water ice could become something that's useful because water ice is hydrogen and oxygen, which is rocket fuel. So one could conceive of a future where we are using water that we find in space to provide the fuel to support the activities that humans are performing in space. And that could be around things like telecommunications or Earth observation, or maybe even building power stations in space to collect solar energy and then beam energy down to Earth. Yeah, we have measurements that show that it's there. What we don't know is how much there is, exactly where it is, and how accessible it is. That could be something that becomes useful to support this increasing activity in space. And maybe at some point we'll find that the resources of space become useful for Earth directly as well. The next step from these first measurements is to go to the surface and to get a better understanding of this. So we are not working on mining asteroids. Asteroids are part of the ESA program. So we have projects to look at asteroids, to understand asteroids and to visit them. At this time, we don't have activities to look at the resources on asteroids specifically. That may be something we look into in the future. Des ambitions qui demandent du temps, d'après l'Agence spatiale européenne. D'ailleurs, est-ce que les agences et les entreprises ont la technologie pour fourrer les astéroïdes et la Lune? I don't think you should ask what technologies we've developed. As a human species, we've done this before, right? We've gone to asteroids, we've taken samples from them, we've brought them back to Earth. So for instance, in April, we launched our first vehicle to space. It's the refinery itself. So we have a refinery on orbit right now, which we're running some tests on to determine exactly how we're going to refine these M-type asteroids into the platinum group metals. We understand the physics behind this. This isn't necessarily a technology demonstration. This is really about how do you take a technology that's already been developed and how do you make them economically effective, or how do you lower that business cost? Early next year, we're going to do our first launch into deep space. So we are going to send out the first commercial satellite into deep space or outside of Earth's gravity well, and we will go do a flyby of an asteroid and take some high-resolution images of one of our M-type targets. We've actually never taken a high-resolution image of an M-type asteroid in space. It will help us confirm that we have identified and our models are correct to predict where M-type asteroids are, and that we've brought down all the risk on the algorithm side, the navigation side, to actually get to the asteroids. So that's a huge step for both commercial space, but also just for humanity. En ce qui concerne les missions de l'Agence spatiale européenne sur la Lune, l'institution rappelle que pour le moment, toute une gamme de technologies doit être inventée. Well, the first thing you need to do is to get there.
So you need the transportation technologies, you need the rockets, you need the engines, you need the systems to travel there. Then you need transport and energy. So once you've got those two things, you can get there and you can operate there. Then you need the robotic systems to be able to extract the raw things that you need. Then you need the processes that turn the raw material into products that are useful. And so that can be chemical processes that will extract oxygen from the minerals you find in space. It could be technologies to extract water and then to purify that water. And then you need the technologies to take those products and to store them in a way that can then be transported and distributed to people who need them. So there's a whole chain of requirements in terms of needs and technologies that go from accessing a place to getting the resources to turning into something useful to be able to distribute it to the users and the customers for those products as well. Des enjeux environnementaux et économiques et des défis technologiques sont au cœur de cette nouvelle conquête spatiale. Mais surtout, le minage dans l'espace, c'est d'abord une aubaine scientifique pour nos chercheurs. Car étudier des corps célestes de plus près, c'est un laboratoire sans égal et sans précédent. Pourquoi ? Parce que comprendre la composition des astéroïdes, c'est d'abord capter comment notre système solaire s'est formé. Avant, on ne pouvait étudier que des bouts d'astéroïdes qui étaient tombés sur Terre. On appelle ça des météorites. Désormais, grâce à la JAXA, l'agence spatiale japonaise, et la NASA, les scientifiques peuvent analyser des fragments d'astéroïdes recueillis directement dans l'espace. Le 24 septembre dernier, l'agence américaine a ramené des fragments de l'astéroïde Bennu. D'après les premières analyses, l'astéroïde contient notamment de l'eau et du carbone. En 2020, les chercheurs japonais avaient déjà réalisé un exploit en ramenant pour la première fois 5,4 grammes de fragments de l'astéroïde Ryugu, une première pour l'époque. Les scientifiques de Lausanne ont pu étudier une partie de ces fragments, alors je suis allée les rencontrer pour en savoir plus. Ils ne sont jamais rentrés en contact avec une atmosphère ou avec n'importe quel élément terrestre. Et donc on peut vraiment avoir accès à la composition originale de cet astéroïde. J'ai lu que c'était très important de continuer les analyses sur tous ces fragments qui viennent directement de l'espace parce que ça nous donne beaucoup plus de précision sur la naissance du système solaire. Oui, tout à fait, parce que ça, c'est un astéroïde qui s'est formé au tout début de l'histoire du système solaire, qui a quasi pas subi d'altération terrestre. Et donc, comprendre comment Ryugu s'est formé, ça nous permet de comprendre le tout début de l'histoire du système solaire. C'est vraiment une richesse pour l'humain, c'est de savoir d'où il vient. C'est un non-sens d'aller miner l'espace. Le prix de revient d'un kilo d'or qu'on irait miner sur un astéroïde et ramener sur Terre, il va être 1000 fois plus grand que le prix du marché. La vraie richesse dans ces astéroïdes, c'est la connaissance, c'est pas une richesse matérielle. De son côté, la NASA rappelle que ses missions ont pour l'heure l'objectif d'apporter des connaissances scientifiques qui, à long terme, pourraient être les premières bases du minage dans l'espace. Dans une vidéo publiée sur sa chaîne, l'agence explique qu'elle est en train d'étudier l'astéroïde 16 Psyche, un astéroïde large de 226 km à plus de 370 millions de kilomètres de la Terre. Lancé depuis le centre Kennedy en Floride le 13 octobre dernier, le vaisseau de la NASA arrivera en 2029 sur le site d'observation. Les agences et entreprises spatiales devront donc trouver des solutions technologiques, économiques et énergétiques pour accomplir leur mission. Mais surtout, les États devront trouver un compromis sur l'appropriation des ressources spatiales. En effet, les États ont différentes interprétations des traités de l'ONU sur l'espace extra-atmosphérique. En plus, certains pays n'ont pas signé l'accord sur la Lune qui interdit toute revendication de propriété sur des ressources extraites de la Lune ou d'autres corps célestes. Ce flou juridique et ces différentes interprétations empêchent un consensus au sein de la communauté internationale et un différend pourrait surgir entre des pays au sujet de la collecte et de la vente de ressources spatiales. Mais qu'importe les débats, la conquête spatiale est en plein boom et une multitude de missions est en préparation. Début 2024, Astroforge devrait lancer une mission d'exploration autour d'un astéroïde prometteur. Pendant ce temps, l'Agence européenne spatiale poursuit sa collaboration avec la NASA dans le cadre du programme Artemis II. En novembre 2024, elles enverront 4 astronautes autour de la Lune avant de revenir sur Terre. Les connaissances scientifiques que nous apporteront ces nouvelles missions d'exploration devraient nous permettre de percer un peu plus les mystères de notre système solaire et ramener peut-être des ressources naturelles depuis l'espace pour nous les terriens. J'espère que tu as appris plein de choses dans cette vidéo. N'hésite pas à liker, commenter, partager et abonne-toi à notre chaîne.